Bonjour à tous, depuis la création de cette chaîne, j'ai reçu de la part d'abonnés des nombreux témoignages sur les diverses politiques féministes mises en place au sein des entreprises. J'ai eu des exemples de brochures distribuées aux salariés, des matériaux de communication interne, des formations au sexisme ou à la lutte contre les stéréotypes. Ces documents, globalement, je m'interdis de les diffuser publiquement à la fois pour ne pas mettre en danger les gens qui me les communiquent et pour ne pas me faire attaquer moi-même par des entreprises qui ont a priori beaucoup plus de juristes et de moyens que moi. Sauf que si j'ai moi-même accès par le biais de mes abonnés à un aperçu de ce qui peut se dire dans les grandes entreprises en France, il m'a toujours manqué un document public de référence que je puisse partager avec vous pour illustrer le problème. Ce document, un abonné vient de le porter à ma connaissance et c'est donc avec un certain plaisir que je vais vous le dévoiler. D'un mot, commençons par parler de sa source. Il s'agit de l'AFNOR, qui est un organisme habilité à distribuer des certifications. Vous connaissez par exemple l'AFNOR pour ses normes NF. On les trouve dans un grand nombre de produits électroniques ou agroalimentaires. L'AFNOR fait partie des organismes qui certifient le respect des normes ISO également. Alors vous allez me dire c'est très bien tout ça, mais quel rapport? Eh bien justement le rapport c'est que l'égalité homme-femme fait depuis quelques mois l'objet d'une spécification de l'AFNOR pour les entreprises. On peut faire certifier son entreprise égalitaire du point de vue des relations homme-femme. Alors bien sûr, cette spécification n'a attiré l'attention d'aucun projecteur médiatique, elle est inconnue de la quasi-totalité des employés et peut-être même d'une partie des ressources humaines des entreprises. Mais c'est elle qui donne le ton au sujet du féminisme en entreprise et je vais donc pouvoir vous montrer la consigne qui se cache derrière les communications internes de votre propre entreprise sur l'égalité homme-femme. Pour information, cette spécification a été produite sous le haut patronage de Emmanuel Macron en personne, avec la contribution de pas moins de 3 ministres du gouvernement. Pour moi, le simple fait que ce document existe témoigne d'un changement du rôle des entreprises. Je n'ai pas envie d'employer des grands mots pompeux, mais assez clairement, les entreprises ont aujourd'hui un rôle qui dépasse la pure production économique. Il est de plus en plus clair que pour pouvoir y trouver sa place, il faut accepter un certain nombre de postulats idéologiques ou métapolitiques. Si je considère qu'il y a de bonnes raisons de créer des normes pour empêcher des électrocutions, par exemple, je considère comme problématique de créer une norme pour lutter contre les stéréotypes sexistes en entreprise, surtout quand on voit ce qu'on arrive à inclure dans ce document. Pour comprendre comment on en est arrivé à intégrer une dimension féministe dans les normes d'entreprise, il faut remonter aux années 1990 et à la création de la série des ISO 14000 qui font de l'écologie une responsabilité des entreprises. À partir de ces normes se cristallise l'idée que toute entreprise a des responsabilités qui dépassent le cadre strict de l'entreprise. Si vous préférez, on institue que chaque entreprise a un rôle à jouer dans la société et qu'elle a une responsabilité environnementale. Cette notion de rôle à jouer, on peut l'étendre progressivement à d'autres thématiques. On peut dire que les entreprises ont un rôle à jouer dans la lutte contre les préjugés, ou contre le racisme, ou contre la désinformation. La liste de thématiques auxquelles on peut étendre la responsabilité des entreprises est sans fin. Avec le féminisme, la notion de responsabilité concerne la dimension sociale. On considère qu'une entreprise a un impact social et que partant, elle a une responsabilité sociale. Le problème bien sûr avec ce type d'approche, c'est que progressivement, tout ce qui se déroule dans l'entreprise et même dans la vie privée des salariés peut relever de la responsabilité de l'entreprise. Pour ceux qui se souviennent de l'affaire du slip français, c'est un cas d'école de cette problématique. La vie privée des salariés était considérée comme étant une partie intégrante de la vie de l'entreprise. Progressivement, donc, une entreprise peut s'infiltrer dans la vie privée de ses employés par le biais de la notion de responsabilité, et c'est en cela que le féminisme en entreprise devrait lancer un débat. Maintenant que cette mise en contexte est faite, jetons un œil à ce fabuleux document. Petite remarque badine pour commencer, ce document sur l'égalité homme-femme a été rédigé par 57 femmes et 9 hommes, soit un taux de 86% de femmes. Vous me concéderez que pour des ayatollahs de la parité, c'est assez cocasse. Le document se scinde en 3 parties, une première consacrée aux définitions, une seconde consacrée aux méthodes pour mener une analyse interne sur les besoins en matière de sexisme par des entretiens qualitatifs, et une troisième pour les actions à mener au sein des entreprises. Je m'attarderai surtout sur la troisième partie et un petit peu sur les définitions. Rentrons dans le document, donc je vais passer rapidement sur la partie avant-propos. Je tiens juste à signaler dans l'avant-propos qu'il est bien écrit que ce document de référence normatif français vise à fournir des lignes directrices et des recommandations à toutes les organisations publiques comme privées. Voilà, donc tout ça n'est pas juste un fantasme de ma part.
Je vais passer rapidement sur les noms des participants, même si probablement il y aurait des choses à dire dessus. Et je vais arriver rapidement aux définitions. Alors la première définition qui m'intéresse, c'est la définition de la discrimination, qui est scindée en deux morceaux. Un premier morceau qui est le morceau a priori auquel vous pensez comme moi, à savoir la discrimination directe. C'est donc finalement le fait de traiter de manière inéquitable une personne en raison d'un critère précis, par exemple sexe, origine, appartenance physique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a tous en tête. Donc c'est par exemple dire, voilà, moi je vous embauche pas parce que je n'aime pas tel type de personne auquel vous appartenez. Et il y a une deuxième catégorie qui est la discrimination indirecte, et alors là on commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup plus flou, à savoir que une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner ou entraîne un désavantage particulier pour une catégorie de personnes. Alors là, pour le coup, ce qui est gênant, c'est qu'en fait, techniquement, une entreprise qui, pour une raison donnée, je sais pas moi, par exemple, utilise des tests de QI à l'embauche, pourrait très bien se retrouver accusée d'avoir créé de la discrimination indirecte parce que, je sais pas, les tests de QI ne sont pas favorables aux personnes autistes, ou bien, je ne sais pas quel autre handicap de dyslexie par exemple. Enfin, bref, on pourrait se retrouver avec ce genre d'accusation. Et en pratique, eh ben, c'est pas parce qu'il y a eu une intention discriminatoire. On vous dit ici, seul compte les faits. C'est donc que finalement, on considère qu'on peut discriminer même avec les meilleures intentions du monde, et même en essayant d'être neutre et objectif. Et je trouve que cette manière de présenter ce genre de choses comme étant de la discrimination indirecte ouvre une boîte de Pandore d'interprétation de discrimination. Je ne vais pas forcément m'attarder sur tous les termes. Il y a un mot qui me paraît intéressant, c'est le mot égaconditionnalité. C'est le conditionnement des financements à une initiative d'égalité homme-femme dans le projet. Donc l'idée, c'est que si vous êtes une association et que vous voulez obtenir un budget municipal, par exemple, eh ben, la municipalité va peut-être dire « on vous finance, mais uniquement si vous êtes capable de nous prouver que vous avez bien mis en place une politique favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes ». La définition de féminisme m'intéresse tout particulièrement. On pouvait s'y attendre, il y a forcément ce petit biais pour dire qu'en fait c'est défendre l'égalité. Bon voilà. Je trouve qu'elle est intéressante pour deux aspects. D'une part parce qu'elle mentionne le fait que le féminisme est un mouvement politique, et ça va être important pour la suite de notre discussion, puisque en fait, en réalité, nous sommes dans une entreprise, et je vous rappelle qu'une entreprise n'est pas censée discriminer en raison des opinions politiques de ses employés. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, si moi dans une entreprise, je décide de me définir comme étant anti-féministe, normalement, je ne dois pas être discriminé pour mes opinions politiques. Et normalement, l'entreprise n'a pas à m'imposer une conduite ou une ligne directrice politique. Or, précisément, écoutez, on tombe un peu là-dedans. Et la deuxième chose qui m'intéresse dans cette définition, c'est que, comme je l'ai toujours dénoncé, le féminisme a vocation à s'appliquer à l'ensemble des sphères publiques et privées. Et donc, en fait, il n'y a aucune sorte de frontière entre le public et le privé, et ça correspond à ce que je vous ai dit un peu plus haut, c'est-à-dire qu'en fait, on brouille la frontière entre ce qui correspond à l'entreprise et ce qui correspond aux salariés. De la même manière, le genre est un concept politique et social. C'est un concept politique, je veux dire, c'est clairement affiché. Voilà. Donc, de la même manière, toute forme de théorie du genre, quel que soit le concept que vous mettez derrière, relève d'une forme de politique en entreprise. Voilà, bon, je vais passer à intersectionnalité, tout ça vous connaissez, je présume. La mixité a une définition chiffrée, c'est la première fois que j'en vois une. Donc, on considère qu'il y a mixité si le groupe sous-représenté constitue au moins 40% des effectifs. Ce 40%, il a l'air de sortir d'un chapeau magique. En réalité, je pense qu'il fait écho à la loi Copé-Zimmermann qui fixe des minimums de femmes dans les conseils d'administration. Je ne vois que cette loi-là qui en fait mentionnait un 40% quelque part. On retrouve la notion de responsabilité sociétale dont je vous ai parlé en introduction, et on vous dit que l'entreprise a une responsabilité pour contribuer au développement durable, incluant la santé et le bien-être de la société. Et je peux vous dire que dans le terme bien-être de la société,
on peut mettre un paquet de choses, notamment d'un point de vue idéologique et d'un point de vue politique. Le sexisme, eh bien écoutez, c'est fantastique, on vous redonne une définition et on vous met en petite note que le sexisme peut avoir des manifestations très diverses, notamment des formes à l'apparence anodine, des stéréotypes, des blagues ou des remarques, jusqu'à des formes plus graves. Et bien sûr, comme vous vous en doutez probablement, l'objectif de ce document, c'est de vous dire qu'il faut absolument mettre en place un ensemble de politiques parce qu'il y a des formes très graves de sexisme, des discriminations, des violences, etc. Et en fait, de justifier par ces formes très graves une lutte contre les formes les plus anodines, puisqu'on va vous dire qu'en fait, les formes anodines de sexisme sont une pente glissante qui conduisent systématiquement aux formes les plus graves. Stéréotype de sexe, bon, bah alors là, vous voyez, représentation schématique globalisante sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les hommes et les femmes, sous-entendu par nature. C'est quand même assez fantastique, parce que même cette définition arrive à exfiltrer complètement le rôle de la nature et de la biologie dans les différences qu'il pourrait y avoir entre les hommes et les femmes. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument considérer que toute différence est attribuable à de la biologie, mais là en l'occurrence, en partant de ça, on peut assez vite en arriver à considérer que les hommes et les femmes n'ont aucune différence biologique et que toute différence biologique serait en fait une représentation schématique d'un stéréotype de sexe. Voilà pour les définitions. On va passer, je vais vous passer un petit peu cette partie-là qui est pas très intéressante de mon point de vue parce que en fait identifier, hiérarchiser les domaines d'action, associer les parties prenantes, etc. C'est pas mal de baratin sur en fait comment vous allez mener des entretiens pour comprendre les personnes impliquées dans la lutte contre le sexisme, etc. au sein des entreprises. Les éléments qualitatifs, vous voyez, cartographie des parties prenantes, etc. Bon, je trouve que c'est pas très intéressant en fait en réalité, dans le sens que vous y êtes pas vraiment confronté à cette partie-là. Ça, c'est plutôt les DRH qui vont s'en occuper. Je vais m'intéresser par contre à la partie ligne directrice et en gros les actions qu'il va falloir prendre. Donc, on vous dit très rapidement qu'il va falloir démontrer son engagement au travers d'une politique égalité. Donc là, c'est clair qu'il va falloir allouer et utiliser des ressources financières et humaines. Donc, comprenez-moi bien, il va falloir ouvrir des postes et il va falloir mettre des budgets sur la table dans le but de créer et d'alimenter un environnement et une culture dans laquelle sont mis en œuvre les principes d'égalité. Bon, et ensuite, on va revenir progressivement sur tous les autres aspects. Je vous laisse les lire éventuellement dans le document, je le mettrai en description. Bien sûr, il faut garantir qu'il n'y a aucune discrimination. On précise bien direct ou indirect, et c'est là où ça devient compliqué, c'est que autant le direct, c'est relativement facile quelque part de le caractériser, autant l'indirect, ça va être beaucoup plus compliqué. Respecte les responsabilités domestiques et familiales des collaborateurs et collaboratrices en leur assurant notamment un congé parental, une reprise du travail adaptée après un congé parental et si possible des crèches et autres dispositifs. Donc là on part sur une bonne idée, mais techniquement comment ça se met en pratique, ça je pense que c'est pas si simple. On va passer un petit peu rapidement. S'efforce d'éliminer les risques psychosociaux issus de la discrimination. C'est pareil, ces risques psychosociaux n'ont jamais été vraiment caractérisés dans ce document, mais voilà, il y aurait une discrimination qui flotterait dans l'air ambiant des entreprises, et donc il faudrait éliminer tous les risques associés. C'est la responsabilité sociale de l'entreprise, on y revient. Et comment on fait ça ? On met en place des cellules internes d'écoute, d'orientation et d'alerte basées sur la confidentialité et l'anonymat. Donc en fait, concrètement, on est en train de dire qu'on va mettre en place un bureau que vous pouvez contacter de manière complètement anonyme, qui est censé être confidentiel au niveau des données que vous transmettez, et qui va pouvoir éventuellement vous réorienter vers des gens. Alors, le gros problème de ça, c'est que, en fait, dès que vous mettez anonymat et confidentialité, techniquement, vous pouvez faire n'importe quel type de démarche et peut-être vous ouvrez la porte à des mauvaises intentions de la part de gens qui voudraient accuser telle ou telle personne de quelque chose. Ça peut être très vicieux ce genre de choses. Donc je ne sais pas exactement jusqu'où ça peut s'étendre, mais en pratique, dès qu'on me parle de cellules d'écoute confidentielles et anonymes, je sens qu'il y a potentiellement des dérives qui peuvent prendre place.
Bien sûr, tous ces gens-là, il va falloir les former. Donc là, si vous vous appelez Caroline Dehaas, vous êtes normalement aux anges de voir un nouveau secteur d'activité qui va embaucher toutes vos formatrices et vos talents naturels en formation contre le sexisme. Il va falloir créer des espaces virtuels pour rappeler les droits des collaborateurs et collaboratrices en matière d'égalité. Donc ça veut dire en gros mettre en place un site internet pour montrer qu'on fait quelque chose, créer des ateliers périodiques pour rendre en compte des inégalités. Donc là c'est pareil, on est en train de dire qu'on va faire des débriefings une fois tous les quelques temps pour parler de ce qui ne va pas dans l'entreprise, organiser des animations, notamment à l'occasion de journées nationales ou internationales ayant thématique relative aux relations entre les hommes et les femmes. Donc là ça peut être une journée de la femme en sciences, une journée de ce que vous voulez en fait. Et donc c'est pareil, on va encore une fois mettre en place des formations, des animations et peut-être faire venir des gens extérieurs à l'entreprise. Donc pour certaines associations féministes, c'est une excellente nouvelle. Nommer des personnes référentes, bon bah ça c'est pas vraiment surprenant, ça va de pair avec les cellules d'écoute. Informer toute nouvelle personne arrivant dans l'organisation de la politique interne en matière d'égalité. Donc ça veut dire que dès l'entretien d'embauche, on va vous signaler que globalement vous avez intérêt à être féministe parce que sinon ça va pas bien se passer pour vous. Présenter annuellement sa politique égalité et l'état d'avancement des actions organisées. Bon voilà, ça c'est la partie un peu transparence. Je vais passer aussi. Alors, protocole de sécurité interne, soutenir la mixité des métiers. Voilà, on rentre sur des choses un peu plus concrètes. Encourager les femmes à accéder aux fonctions managériales, au capital et à l'actionnariat. Alors, la question, c'est comment on met ça en place. Est-ce qu'on est en train de dire qu'on fait de la discrimination positive? Moi, c'est à peu près ce que je comprends, mais peut-être que on peut faire de la discrimination positive sans dire son nom, je sais pas, j'arrive pas à comprendre exactement ce qu'on met derrière ce encourager les femmes, comment on encourage concrètement, j'aimerais bien le savoir. Une participation sexuée représentative de ses effectifs pour la participation paritaire dans tous les programmes mis en place dans l'entreprise. Bah, c'est pareil, enfin moi je ne vois pas ce que c'est sinon une forme de discrimination positive en fait. Accompagner les entrepreneurs et entrepreneureux sur le financement de projets. Bon bah écoutez, ça m'a l'air de vouloir dire qu'on va mettre encore des sous sur la table. Bien sûr, tout ça ne s'arrête pas au sein de l'entreprise, et c'est là que ça devient encore plus intéressant selon moi, c'est que non seulement vous devez veiller à l'égalité homme-femme dans votre entreprise, mais vous devez aussi faire le travail pour les autres boîtes. C'est-à-dire que quand vous achetez, par exemple, vous devez avoir un achat responsable du point de vue des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Et donc, vous devez vérifier que les organisations auxquelles vous achetez intègrent les besoins en matière d'égalité homme-femme dans leur logique. Vous devez en plus éviter les partis pris et les préjugés sur les décisions d'achat. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est probablement que globalement, si vous achetez à des sous-traitants, vous ne devez pas faire de distinction entre les sous-traitants qui seraient plus féminins ou féministes que les autres. Vous devez mettre en place des critères d'égalité entre les femmes et les hommes dans votre politique d'achat. Donc là, j'en déduis à peu près la même chose, mais je sais pas si il y a peut-être plus de précision pour les gens qui sont vraiment du domaine, je sais pas. Sensibiliser vos fournisseurs et vos fournisseuses à la question de l'égalité en l'incluant dans les clauses des marchés. Voilà, donc non seulement vous achetez, mais en plus maintenant vous avez un rôle de pédagogie, vous devez expliquer à vos vendeurs en fait qu'ils doivent être plus féministes qu'avant. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Eh bien écoutez, il va falloir encore mettre des sous sur la table et gérer le budget de manière égalitaire. Il va falloir intégrer les spécificités de genre dans la planification budgétaire, donc moi j'en conclus qu'il va falloir mettre des sous sur la table. Il va falloir garantir une politique salariale égalitaire. Bon bah ça, j'ai envie de dire que c'est déjà dans la loi quelque part, mais enfin, on le redit. La partie commande, je reviens pas dessus. Soutenir les réseaux dont la mission consiste à
aider et accompagner les femmes dans le montage et le financement de leurs projets. Ça, je sens que c'est aussi une sorte d'appel en direction des associations. Signer des chartes et des déclarations d'engagement en faveur de l'égalité. Oui, alors si, j'ai trouvé ce passage extrêmement intéressant et quelque part il résume bien tout le problème d'une certaine gauche française aujourd'hui. Comme le langage a le pouvoir de faire évoluer les attitudes culturelles et sociales, l'emploi d'un langage inclusif est un moyen de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre les préjugés. Alors je trouve que cette phrase est absolument lunaire parce que c'est peut-être la première fois que dans un cadre aussi sérieux que celui des entreprises, il est écrit une phrase aussi philosophique que « comme le langage a le pouvoir de faire évoluer les attitudes culturelles et sociales ». C'est-à-dire qu'on est en train de dire que le langage a un pouvoir en soi, en fait. Et rien que ça, dans la part d'une entreprise, je trouve que c'est assez bluffant de voir ça dans le milieu des entreprises. Et donc, en fait, ce truc-là va être la justification. Notez bien qu'il n'y a absolument aucune source pour prouver quoi que ce soit, hein, bien sûr, mais notez bien tout ça. Mais cette justification-là va permettre de mettre en place toute la partie écriture inclusive. Donc, c'est à partir de ce postulat-là qu'on va vous dire qu'il faut utiliser la double flexion, les termes génériques, les tournures neutres, le langage épicène, et écrire de manière inclusive. Voilà, c'est écrit. Féminiser les noms de métiers quand il le faut, ou masculiniser, parce que pour une fois, on envisage les deux cas, même si honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont avoir besoin de masculiniser des termes. Garantir la diversité et la mixité dans les supports de communication, utiliser des images respectueuses de l'égalité entre les femmes et les hommes, prévoir un temps de parole paritaire, c'est-à-dire qu'on va vous donner la parole parce que vous êtes une femme, et pas tellement parce que vous avez quelque chose à dire. Ça, je trouve ça assez incroyable. Enfin, honnêtement, si en tant que femme, vous ne vous sentez pas utilisée quand on vous explique que vous ne pouvez parler que parce que vous êtes une femme, enfin franchement, moi je trouve ça lunaire comme demande. Et promouvoir de manière égalitaire des modèles féminins et masculins dans l'ensemble de sa communication. Bon, ça, rien de nouveau. Mettre en place un comité de revue éditoriale pour garantir une communication sans stéréotypes et former l'ensemble des membres de ce comité sur les questions. Donc là, bien sûr, on est en train de dire qu'il va falloir avoir un peu ce qu'ont les Américains, les gender editors, en gros les gens qui vont vraiment regarder le côté est-ce qu'on a une égalité de genre dans la communication? Et bien sûr, ces gens-là, il va falloir les former, donc heureusement qu'il existe des entreprises féministes pour les former. Communication non sexiste, bon bref, donc, mettre des ateliers, bon tout ça on l'avait déjà plus ou moins vu. Et il faut que les événements soient à minima mixtes, donc ça veut dire en gros 40%, hein, parce que c'est ça que ça veut dire, hein, je vous rappelle, mixte dans leur définition, c'est plus de 40%, sinon paritaire, ce qui veut dire en gros 50%, enfin officiellement. Parce que vous voyez, on est dans un document écrit par des gens qui vous parlent de parité, mais ils sont 86% de femmes. Un kit d'accueil pour les nouveaux employés, favorable à l'égalité. Il va falloir diversifier les dénominations des espaces physiques et virtuels. Alors ça, j'avais pas forcément compris au départ ce que ça voulait dire. En fait, j'ai compris en repensant à des exemples de choses qu'on m'avait envoyées de la part des abonnés. Notamment, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si vous avez des amphithéâtres ou des salles de réunion, eh ben les salles de réunion, vous devez leur donner des noms féminins une fois sur deux. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mettre en place des prix et des concours valorisant les investisseuses. Vous voyez que là, pour le coup, on a oublié la parité. Hein, c'est les investisseuses. Voilà, on valorise aussi les femmes exerçant des métiers et activités à dominante masculine. Bon, bref, tout ça, on pouvait s'y attendre. En guise de conclusion, je voudrais dire clairement qu'il y a un risque que les entreprises servent de cheval de Troie à de nombreux groupes militants pour imposer leur vision du monde et leur idéologie à des salariés qui, par leur statut de salarié, n'ont pas le choix que de les reprendre en cœur. Imposer l'écriture inclusive, des heures de débat sur les stéréotypes et toute la propagande que peut inventer le féminisme contemporain au nom de la lutte contre les agressions ne relève pas que de l'ignoble instrumentalisation de drames humains, c'est aussi et c'est surtout une prise d'otage idéologique. Idéologique car le féminisme, comme de nombreux autres mouvements progressistes, se fait une spécialité de jouer systématiquement sur les deux tableaux.
Un coup, il vous dit que le personnel est politique, que tout est politique et que le féminisme est un mouvement à prétention politique, que la place des femmes dans les entreprises est un combat politique, que le genre est politique, que l'égalité homme-femme est la grande cause politique du candidat Emmanuel Macron. Un coup, il vous dira l'exact inverse, que rien n'est politique, que les normes pour les entreprises ne relèvent pas de la politique mais bien des ressources humaines, du vivre ensemble, du bien de tous, de la responsabilité sociale. Or, si Jean Tartampion, en poste chez EDF, décidait de terminer tous ses emails professionnels par la formule « Vive le roi » et imposait à ses subordonnés de faire de même, il va sans dire que l'on considérerait les fantaisies de Jean Tartampion comme politiques. Dans le même temps, je suis prié de croire que Marie-Cécile de la communication interne se bat pour imposer partout l'écriture inclusive, mais que cette écriture inclusive n'a aucune forme de connotation politique ou métapolitique. Or, en définitive, la question est très simple. Ou bien l'écriture inclusive est un combat politique et un objet politique, ce qui est mon humble avis, et alors elle n'a globalement rien à faire dans les entreprises, et encore moins dans des consignes adressées aux salariés, de la même manière qu'on n'imagine pas qu'un employeur impose d'écrire « Vive le roi » dans des emails professionnels. On ne voit pas pourquoi on imposerait un langage politique à des employés. Ou bien l'écriture inclusive n'a rien de politique, soit parce qu'elle constitue une méthode psychologique efficace d'hypnose des harceleurs et il faudrait me donner quelques éléments tangibles de la réussite du procédé, parce que pour l'instant je n'y crois pas, soit finalement parce qu'elle n'est qu'une curiosité linguistique, mais dans ce cas je ne vois pas très bien à quel titre une poignée de littérateurs fantasques pourrait l'imposer à des salariés, surtout quand l'Académie française la rejette. Je ne veux pas me focaliser uniquement sur l'écriture inclusive, même si je sais que c'est la partie la plus visible de l'iceberg. Le reste de l'iceberg, ce sont les formations, les achats conditionnés au genre, les célébrations de journées internationales, les ateliers, les budgets égaux conditionnés, les promotions à géométrie variable pour assurer des quotas de partout. Si vous en avez assez de toute cette communication interne dans votre entreprise, des promotions qui sont basées sur des quotas, diffusez l'information autour de vous, parlez à vos collègues de cette spécification de l'AFNOR et de ce qu'elle contient, parce que personne d'autre que vous ne pourra leur en parler. Courage, prenez soin de vous.